Bienvenue dans votre émission Nous les femmes. Puisque vous êtes des femmes et que vous êtes la mère de l'humanité, cet espace vous est dédié pour parler de votre quotidien. Nous serons ensemble pour 52 minutes. La première rubrique, on va faire le portrait de Safia Mamat Youssouf. Et ensuite, en santé, nous parlerons de l'allaitement maternel exclusif, style de vie, où nous allons parler en fait de la coiffure. Pourquoi de plus en plus les femmes s'intéressent-elles à la coiffure moderne? Et ensuite, pour terminer, nous allons aborder la question de savoir pourquoi est-ce que les femmes sont-elles des bonnes gestionnaires. Asseyez-vous confortablement et à tout de suite. Et nous voici sur le plateau de votre émission Nous les femmes. Nous allons commencer par la première, le portrait. Bonjour madame. Bonjour. Et bienvenue sur votre plateau. Merci beaucoup. Votre espace, hein. Merci pour l'opportunité. Vous êtes libre de vous exprimer, de dire aussi ce que vous pensez des hommes, même si parfois ils sont mauvais. Tout naturellement. Présentez-vous, Safia. Moi, c'est Madame Safia Mohamed Youssouf. Je suis ingénieure informatique de formation. D'accord. Nous allons passer à notre pédiatre qui est avec nous ici. Madame Joséphine Touralta, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, merci. Je suis donc le docteur Joséphine Touralta, pédiatre de formation. Je suis enseignante à la faculté de médecine, mais je suis actuellement la directrice adjointe de la santé sexuelle et reproductive au ministère de la Santé publique et de la solidarité nationale. J'ai aussi un cabinet médical qui s'appelle le cabinet médical Rafa, où j'exerce les après-midi. D'accord. Merci. Très bon parcours. Nous allons poursuivre avec notre entrepreneur. Bienvenue Solange. Merci. Oui. Merci à l'émission, merci Madji et merci à toute l'équipe. Je suis vraiment très ravie, comme l'a dit mes deux sœurs déjà ici, d'être sur le plateau de Nous les femmes. Oui, je suis Solange Dembaye, propriétaire de salon Air Fashion Coiffure. Je suis diplômée en licence en gestion commerciale et marketing. Je suis lancée dans l'entrepreneuriat pour nous sortir la tête haute. Je l'avais dit tantôt, donc on est riche sur ce plateau. Alors nous allons permettre aux téléspectateurs de suivre ce portrait et on revient ensuite sur ce plateau. Elle, c'est Safia Mamat Youssouf, ingénieure en informatique. Cette jeune dame fait partie de ces femmes entrepreneurs qui ont décidé de prendre leur destin en main et de se rendre utiles dans la construction de la nation tchadienne. En effet, Safia Mamat vient d'une famille modeste qui lui a transmis certaines valeurs. Je suis la fille de Fatima Zahra Mohamed et de Mohamed Youssouf. Mon père était enseignant. Je suis née, grandi à Béché. J'ai fait mes études primaires, secondaires également à Béché. J'ai fait mes études universitaires au Mali avant de regagner le pays. Je suis et puis je reste en tout cas une fille d'une famille simple, modeste, qui m'a donné plus ou moins le meilleur d'eux pour que je parvienne à avoir en tout cas une éducation, pour que je parvienne à développer en quelque sorte les valeurs qui m'ont été données depuis le bas âge. Avant d'arriver à Soudatian, cette brave femme a mis à contribution ses compétences dans plusieurs institutions de la place. Quand j'étais avec le privé, c'est là où j'ai décidé de dire je préfère aller servir l'État. C'était ma décision propre. Donc, c'est cette décision qui m'a conduit à démissionner de RTL quand j'occupais vraiment un poste très sérieusement très intéressant.
Et donc, quand j'étais venue chez l'État, j'ai d'abord commencé à dire ma mission à moi serait peut-être de transposer toutes les procédures qui existaient dans le privé, dans le public. Ça n'a pas été quelque chose de facile. Donc au niveau de l'État, j'ai eu à travailler avec l'Agence de développement des technologies, également avec l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, avant de travailler aujourd'hui avec Soudachat comme un opérateur de gros de vente de fibres optiques au niveau du Tchad. Connue pour son sens d'humanisme et de partage, Safia s'est engagée depuis plusieurs années aux côtés des jeunes entrepreneurs. Cela fait 5 ans que j'ai eu à développer d'autres activités connexes dans le domaine de l'agro-business. J'ai commencé à créer Smart Village comme étant la ferme innovante qui permet de concilier en quelque sorte le domaine de l'agriculture avec la technologie. Donc la technologie devient comme un outil qui permettrait la croissance, en tout cas économique, d'un pays. Et donc dans ce domaine de l'agriculture, nous avons plusieurs composantes. Parmi les composantes, nous avons un incubateur Sahel Green Hub. Nous avons également commencé à transformer des jus de fruits naturels que nous vendons actuellement sur le marché. Et nous faisons le plus important, en tout cas plus de formation pour que les jeunes parviennent à développer des innovations qui peuvent améliorer la productivité vraiment des petits producteurs tchadiens. Les jeunes filles du Tchad, comme les autres femmes en tout cas des autres pays, tous les regards sont tournés, je vais dire orientés vers les femmes. Et donc les femmes du Tchad également, tout comme les petites filles, elles en profitent. Elles en profitent, mais il faudrait quand même qu'elles affirment davantage leur place. Aujourd'hui, on nous offre cette place, je vais dire que ce soit par charité ou par, je vais dire, par reconnaissance, mais dans très bientôt, ça serait plus pareil. Donc il faut, la promotion de l'excellence, c'est quelque chose de très important. Le mérite, c'est vraiment très important. Il faudrait que les femmes s'affirment davantage et prennent leurs décisions en main pour aller de l'avant. Ce que femme veut, Dieu le veut, a-t-on coutume de dire. Les femmes doivent s'affirmer. Et voilà, retour sur le plateau de votre émission Nous les femmes. Ce que femme veut, Dieu le veut. Non, Safia? Parce que tantôt vous avez dit qu'on vous donne, on nous donne des postes par reconnaissance ou soit par charité. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est réel? Vu que la question de l'égalité, en tout cas du genre, devient un problème, je vais dire, transnational, c'est qu'il devient de plus en plus important à tous les États ou bien à toutes les institutions privées d'ajouter une touche féminine par rapport à tout l'organe de décision ou bien pour augmenter le nombre. Donc de plus en plus, dans cette logique, on est souvent un peu écarté du mérite. Et donc on voit juste un nombre des femmes, mais qui, malheureusement, pour certaines situations, ce n'est pas vraiment les niveaux de femmes qu'on aimerait avoir. Donc ça, pour moi, je l'ai vu vraiment avec un œil un peu critique, ce qui se développe, mais je n'aimerais pas que les filles juste vont se contenter de dire, ben voilà, juste parce que je suis une femme, je vais occuper telle place. Non. Si je dois occuper cette place, c'est que je le mérite, c'est que je dois vraiment me distinguer. Et je l'occupe juste par compétence, juste par mérite, mais pas juste parce que je suis une femme. Donc d'entrée bientôt, cette question de 30% et de 50%, pour moi, c'est une question un peu politique. Moi, je la prends, en tout cas, sous un angle politique. Le plus important pour moi, c'est que de façon mathématique, nous sommes un nombre plus élevé que les hommes. Et donc, quitte à nous,
Et je vais dire également, entre guillemets, nous avons un côté plus sérieux également dans la gestion. Peut-être que plus tard, vous allez revenir là-dessus. Et donc, je me dis, tout naturellement, le mérite, les droits nous revient d'occuper un certain nombre de positions. Pas juste parce que, voilà, on fait de la charité pour dire il faudrait vraiment plaider pour que tel ou tel soit positionné là. Non. Mais je veux juste que les filles prennent conscience que ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est une politique, mais elle ne va pas continuer éternellement. Tout à fait. Elles doivent, voilà, ça peut changer et ça devait changer, logiquement. Donc, l'égalité s'imposera d'elle-même, mais de la bonne manière, en fait. Avec le travail bien fait, bien sûr. Oui, naturellement. Docteur, vous l'avez suivi, hein? Oui, je l'ai suivi. Comment vous trouvez le portrait? Moi, j'ai bien aimé les images. Hein. Oui, j'ai bien aimé aussi et vraiment j'apprécie Madame Safia pour tout ce qu'elle a pu faire. Oui. Et je suis d'accord avec ce qu'elle dit par rapport à l'implication des femmes. Oui. C'est l'occasion aussi pour vraiment dire ici sur ce plateau par rapport au taux d'analphabétisme qu'il y a dans notre pays. Et si nous voulons que les femmes ou les filles puissent être au devant, il faut vraiment que les filles soient scolarisées. Tout à fait. Et c'est l'occasion vraiment, puisque le plateau nous appartient, de lancer vraiment un cri par rapport à l'alphabétisation des filles, la scolarisation des filles, qu'on puisse aller de l'avant. Pour qu'elles puissent occuper des postes, il faut qu'elles soient instruites. Nous allons poursuivre avec Solange. J'apprécie vraiment le portrait de Madame Safia. Une femme ne doit pas se mettre dans la tête que oui, je suis femme et que je dois me valoriser par rapport à ma beauté, par rapport à mon corporel, par rapport à mon physique. Parce que le travail, ça se mérite. Et quand on occupe une place, il faut être à la hauteur de ce qu'on assume par rapport à cette place qu'on a méritée, par rapport à cette fonction qu'on nous donne. Donc c'est un grand coup de cœur pour moi de suivre Madame Safia. Moi, j'ai travaillé aussi longtemps que plus possible, mais bon, j'ai décidé un moment de prendre ma vie en main, de me mettre dans l'entrepreneuriat. Et j'ai constaté, à peine 2 ans, mais je me suis dit que depuis 12 ans, si je me suis mise dans cette allée, je sais que je serais très loin aujourd'hui. Ça fait des bons chiffres d'affaires. Oui, c'est que je serais très loin aujourd'hui. Donc, oser, que les femmes osent, qu'elles s'éduquent. Mais Safia, parlez-nous un peu de l'agrobusiness. Vous avez double casquette. Je m'étais lancée dans ces métiers d'abord par pure passion. Depuis que j'étais enfant, ma famille, je vais dire de mon grand-père à mon père, je voyais que tout le monde était dans ces domaines. Je voyais également que les difficultés dans lesquelles, comme je disais tantôt, j'ai grandi à Béché et ses environs. Donc là-bas, je voyais les difficultés dans lesquelles vraiment les petits producteurs se peinent à avoir juste une production pour vivre durant juste une petite période. Et après ça, c'est fini. Donc j'ai eu à grandir avec cette, je vais dire, cette réflexion qui consistait à dire, mais il y a tellement de possibilités qu'il faudrait bien en passer pour passer à l'échelle. Parce que je maîtrise déjà, je connais pratiquement tous les phénomènes climatiques, à tel point où, par exemple, quand il fait très chaud, je dis il va pleuvoir demain, et puis ainsi de suite. Donc si à ce niveau-là, pendant que j'ai eu à étudier la technologie, et j'ai vu que la technologie c'est juste un outil qui est service aux autres métiers, je me suis dit mais pourquoi là où on ne va pas s'intéresser, là où par exemple ça pourrait apporter plus de valeur. C'est-à-dire les domaines de l'agriculture, nous vivons tous de l'agriculture. Nous sommes un pays qui, je vais dire, presque à 80%, les Tchadiens sont producteurs. Si ce n'est pas de l'agriculture, on n'a pas grand-chose à vivre. Donc, comment mettre à contribution vraiment les domaines de technologie pour que, ne serait-ce qu'il faut développer des petits outils qui vont permettre aux petits producteurs de maîtriser au mieux, ne serait-ce que les cycles de production, de maîtriser au mieux, ne serait-ce que ce qu'ils produisent ici d'un pays à un autre pour le valoriser. Donc ça, c'est la technologie qui offre cette opportunité. Et donc, je voyais également un autre phénomène depuis que j'étais petite, la production. Quand on produit, actuellement, on est en période de manque. La plupart des manques, elles sont jetées.
elles sont, vous le voyez, dans toutes les poubelles, Oui. pendant qu'on a la possibilité de les transformer, Bien sûr, pour que bien ça sûr. peut être réutilisé plus tard. Bien Donc ça, c'est des éléments sur lesquels nous essayons de chercher à apporter cette petite connaissance-là, surtout en milieu de jeunes, parce que pour nous, les jeunes sont tous des enfants des producteurs, mais de plus en plus, ils abandonnent ces métiers, ils fuient ces métiers, Ouais. parce que c'était un métier pénible C'est pour pénible, eux. ouais. Chacun d'eux a le droit de vivre et de rêver vraiment d'une vie, je vais dire loin de la boue, loin de toutes les difficultés que les producteurs rencontrent. Donc comment faire de telle sorte que ces gens-là puissent être une solution et être aux côtés des parents qui continuent encore à vivre dans ces difficultés. Donc c'est pour cela que nous investissons énormément dans la connaissance. Nous allons passer maintenant à la seconde rubrique santé, où nous allons parler de l'allaitement maternel exclusif. Nous avons une pédiatre avec nous. Oui. On va suivre le reportage et puis on revient tout à l'heure à vous. À la différence des adultes qui se nourrissent de plusieurs aliments et boissons, les nouveau-nés sont nourris généralement du lait maternel ou du lait artificiel. Ce lait est accompagné de l'eau tiède ou de l'eau contenant des racines de plantes. Depuis plusieurs années, les nutritionnistes et médecins se sont prononcés sur une autre forme d'allaitement appelée l'allaitement maternel exclusif. L'allaitement maternel exclusif, c'est l'alimentation du nourrisson au sein du lait maternel de la naissance jusqu'à 6 mois. La maman donne rien que le lait à son enfant de la naissance jusqu'à 6 mois sans donner de l'eau, ni biberon, sauf les médicaments sur prescription médicale. Au Tchad, plusieurs campagnes de sensibilisation ont été faites par différentes institutions pour amener les femmes à pratiquer l'allaitement maternel exclusif. Selon ce médecin, l'allaitement maternel exclusif est très important pour la santé et la croissance du nourrisson. L'allaitement maternel exclusif aide à la croissance de l'enfant, permet de prévenir les maladies comme la diarrhée, vomissement, permet le bon développement cognitif de l'enfant, c'est-à-dire l'enfant qui est nourri au sein rien que le lait maternel a un bon développement du cerveau. Donc lorsque la maman allaite de la naissance jusqu'à 6 mois, la maman allaite rien que le lait maternel, la maman ne veut pas avoir ses règles. Ça c'est un. Deuxièmement, il faut que cette maman-là allaite de la naissance jusqu'à 6 mois. Et lorsqu'elle a déjà ses règles, elle ne peut pas utiliser la méthode qu'on appelle MAMA. Deuxième de chose, ça permet d'éviter les cancers de l'utérus. Ça permet aussi de prévenir ce qu'on appelle engorgement. Parce que lorsque l'enfant ne tète pas beaucoup, il y aura une accumulation du lait au niveau du sein de la maman. Donc ça va causer ce qu'on appelle engorgement. Ça permet aussi de prévenir ce qu'on appelle les cancers de l'utérus de la mère. C'est la famille. L'allaitement maternel joue le rôle très important dans la famille. Ça permet à la famille de faire ce qu'on appelle une économie. Parce que lorsque la maman fait ce qu'on appelle une alimentation mixte ou allaitement mixte, ou lorsque la maman ne donne pas son lait à son enfant, elle donne seulement le lait artificiel à son enfant, la maman dépense l'argent pour chercher les biberons, le lait artificiel. La famille cherche les moyens pour payer ses ustensiles de cuisine pour la préparation. Lorsque la maman allaite exclusivement son enfant, l'argent utilisé pour les biberons, pour les ustensiles de cuisine, la famille peut garder et puis faire autre chose avec. J'ai fait l'allaitement exclusif avec mon premier enfant. Quand je suis venue faire la visite, bon, j'ai écouté les conseils donnés. Donc j'ai dit comme ça, je vais essayer voir. Donc comme ça a marché avec mon premier enfant, avec des jumeaux. J'ai dit comme ça, je vais essayer. Donc j'ai fait ça, bien marché. Je vois, il y a beaucoup d'importance. L'enfant tombe rarement malade et surtout la diarrhée, c'est rare quoi. Bon nombre de nutritionnistes recommandent l'allaitement maternel exclusif car il est très efficace pour la mère et le bébé. Et voilà, belle image de fin. Hein?
Belle image. Nous allons avec notre spécialiste, Madame Joséphine Touralta. Ok, merci. C'est vraiment une question qui me tient à cœur et merci de me donner l'occasion d'en parler. Comme nous venons d'écouter dans ce reportage, l'allaitement maternel est très exclusif, je vais insister là, est très important. Nous disons que le lait maternel est l'idéal pour l'enfant, pour le bébé jusqu'à 6 mois. Nous n'avons pas besoin de lait de vache. J'ai l'habitude de dire que le lait de vache c'est pour les veaux. Le lait maternel c'est pour les enfants, pour les bébés humains. Donc il y a beaucoup d'avantages, il l'a cité et je ne vais pas revenir dessus. Il y a beaucoup d'avantages parce que il n'y a pas seulement que cet avantage nutritionnel, mais il y a aussi psycho-affectif. Oui. L'enfant qui est nourri au sein, qui a un contact permanent avec la maman, a un bon développement à tous les niveaux, psychologique, psychosocial et tout cela. Et en plus de ce lait qui contient tous les éléments nous disons que le premier lait est considéré comme le vaccin, parce que c'est un lait très riche, qu'on appelle le colostrum, mais que dans notre société on jette. Et c'est l'occasion ici d'insister dessus, pour dire qu'il ne faut pas jeter le premier lait quand la maman accouche. Le premier lait jaune, c'est un lait très important, qui est considéré comme un vaccin. Et dans la culture, on le jette parce qu'il n'est pas blanc. Oui. Donc c'est l'occasion d'insister là-dessus. Et il faut aussi se dire que de 0 à 6 mois, rien que le lait maternel suffit. Le taux de l'allaitement maternel exclusif ici chez nous au Tchad est très bas. Nous sommes à 7,1%, alors que les autres pays du Sahel, comme nous, le Burkina, le Mali, les autres pays du Sahel sont à un niveau très élevé. Et les raisons qu'on trouve ici, c'est que souvent les femmes disent qu'au Tchad il fait très chaud, il ne faut pas il faut pas ne donner que du lait à l'enfant. Mais la raison pour laquelle on préconise l'allaitement maternel exclusif, c'est que le lait maternel contient déjà 90% d'eau. Il y a 90% de cette composition qui est l'eau. Donc on n'a pas besoin d'ajouter autre eau étant donné que l'estomac du bébé est trop petit. Donc il faut insister que les mamans, une des raisons aussi c'est que beaucoup de mamans pensent que donner l'allaitement artificiel est le meilleur. Il l'a dit dans le reportage, nous dépensons beaucoup inutilement. Il y a des bébés qui prennent une boîte par semaine. Quand vous comptez, vous faites le calcul à la fin du mois, il faut avoir un budget. Ouais. D'accord? Et ce côté psycho-affectif qui est très important, et ça aide aussi à faire la planification familiale. Oui. On n'a pas besoin d'autre chose. La mère qui allaite a très peu de risques de tomber enceinte. Et il y a aussi la protection de la maman contre les cancers. Il en a déjà parlé dans l'émission. Donc, en un mot, c'est pour dire on encourage vraiment les femmes à allaiter. Et maintenant, beaucoup de jeunes mamans tchadiennes disent qu'elles n'ont pas de lait. C'est pas vrai, il n'y a pas de femme qui n'ait pas de lait. Est-ce que la question est réelle? Bon, souvent, on rencontre aussi des femmes au début de la naissance et elles ont des difficultés à produire du lait. Alors, la difficulté, c'est quoi? C'est que quand une femme accouche, il faut obligatoirement mettre le bébé au sein pour stimuler la montée laiteuse. Mais il y a des bébés qui ne font pas d'efforts, hein? Ben, il faut les obliger. Quand ils sont affamés, l'erreur qu'on commet, c'est de leur donner du biberon tout de suite. Et le biberon est plus facile à absorber qu'ils font un peu plus d'efforts pour tirer le lait maternel. Oui. Donc après, ils ne veulent plus. Oui. Ils veulent plus. Mais il ne faut pas... Un enfant qui vient de naître, il peut passer 24 heures sans prendre du lait, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc il faut les mettre au sein. Et surtout pour les jeunes mamans, les primies, quand on dit primies, celles qui n'ont jamais accouché, vous savez, ça fait très mal de mettre le bébé au sein. Ouais. Donc elles ont peur, il faut un peu un accompagnement des mamans à côté et pour les encourager vraiment à mettre les bébés au sein. Mais il n'y a pas de femme qui n'ait pas de lait. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. J'ai l'habitude de dire aux femmes, mais vous pensez que Dieu peut vous donner un bébé et ne pas vous donner du lait? C'est pas vrai. Il faut mettre le bébé au sein et plus, c'est le contact. C'est cette succion qui va stimuler la montée laiteuse. Donc nous encourageons vraiment les femmes à faire l'allaitement maternel.
ça évite beaucoup de problèmes, très peu de diarrhée, très peu de maladies, hein, d'une manière générale, ça évite les infections et voilà. Alors parfois quand le lait ne vient pas si tôt, ce sont toujours les mamans, parce que nous on est entouré des mamans. Les conseils qu'elles te donnent c'est quoi? Il y a parfois, on fait une composition, je pense, du lait, le lait concentré avec un peu de coca, parfois même avec la tomate, je pense, la tomate concentrée. Ben oui. Parce qu'elles disent quelque part que ça permet au lait de venir très vite et plus en quantité, ouais. Ça stimule en fait. Ah ouais. Ben j'ai pas cette expérience. Mais toujours est-il que la maman qui accouche, il faut qu'elle prenne assez de liquide. Il faut qu'elle boive suffisamment d'eau. Et dès que le bébé est... Bon, c'est un problème hormonal. Donc c'est physiologique et ça va venir. Bon, il peut y avoir des femmes qui peuvent avoir des problèmes. De 24 heures, il y en a qui vont... Oui, il y en a qui peuvent aller au-delà de 24 heures, mais ça dépend aussi de la force de succion du bébé. Parce qu'il faut vraiment tirer pour déclencher cette montée laiteuse. Alors si le bébé est trop petit et qu'il n'a pas assez de force pour tirer, ça va retarder un peu la montée laiteuse. Mais il y a des femmes aussi qui ont une maladie génitale, congénitale, où il n'y a pas de lait. Ça existe, mais c'est très très peu. C'est très peu. Et dans le cas de ces femmes, en général, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on conseille à ces femmes? Alors, ces femmes qui ont une galactophorèse, c'est une maladie, là, on est obligé de passer à l'allaitement artificiel. Parce que c'est une maladie, elle n'a pas de lait, il faut nourrir le bébé. Mais pas d'emblée commencer l'allaitement artificiel. Le plus souvent, les enfants qui commencent, les bébés qui commencent avec le lait artificiel, refusent le lait maternelle par la suite. Solange? J'ai une question qui me brûle un peu. Oui, docteur, généralement dans nos communautés, dans nos régions, on dit souvent que bon, quand la femme, le lait ne monte pas rapidement, il faut manger les arachides. Tantôt aussi, on dit que bon, le lait n'est pas bon, ça fonctionne pas bien, le bébé fait la diarrhée, donc il faut arrêter pour... Alors, quelles sont les méthodes qui stimulent, qui font prouver que ce lait n'est pas bon? C'est une question qui vient souvent aussi. Alors vous savez, le test qui est fait pour dire que le lait est mauvais, on prend un peu de lait maternel et on met une fourmi. Et si la fourmi meurt, ben, ça veut dire que le lait est mauvais. Alors souvent la question que moi je pose aux femmes, c'est que quand une personne ne sait pas nager et qu'on les jette dans l'eau, est-ce qu'elle peut s'en sortir? Non, elle va se Alors, c'est un test, mais qui n'est pas du tout scientifique. Vous et moi, on convient que ce n'est pas du tout scientifique. Et je le répète encore, il n'y a pas de mauvais lait. Il n'y a pas de mauvais lait. Le lait, la femme qui accouche met le bébé au sein, à moins qu'elle soit malade, mais sinon, le lait va couler. Et il faut quand même que la dame consomme assez de liquide. Bon, l'arachide fraîche, je ne sais pas, c'est à cause certainement du jus, parce que j'entends des gens aussi, quand la personne est anémie, on dit il faut prendre le jus d'oseille, parce que c'est rouge, on fait une allusion. Mais scientifiquement, je ne sais pas si ça a été vraiment prouvé. Mais la femme qui vient d'accoucher a besoin de force, elle doit bien manger. Et une de nos habitudes aussi, c'est faire une bonne bouillie avec des pâtes d'arachide, qui aide aussi à la montée. Une bonne soupe aussi, hein? Oui, une bonne soupe. Safia, peut-être pour terminer. Oui, c'est vrai que c'est un peu la curiosité, parce qu'on est pris un peu, comme on dit, en otage par la culture. Et donc, pour la plupart du temps, on entend souvent dire de plus en plus qu'il y a les laits toxiques. Donc cette notion de lait toxique, ça fait un peu peur, et pour n'importe quelle maman, quand on lui dit que le lait est toxique, elle a vraiment peur de donner ça au bébé. Scientifiquement, ça va être vraiment très difficile de démontrer pour nous autres, en tout cas qui ne sont pas du domaine. Mais on cherche toujours à comprendre pourquoi est-ce que il n'y a pas ce qu'on appelle des conseils qui sont donnés juste à la femme dès qu'elle accouche au niveau de l'hôpital. Les matrones, pour qu'elles, à leur tour, puissent donner ne serait-ce que des petites consignes aux femmes. Parce que c'est l'ignorance pour la plupart qui nous amène à se donner vraiment à des pratiques qui en réalité peuvent être néfastes
pour les enfants. Parfois, tu rencontres des jeunes filles, franchement, qui ne viennent pas allaiter. C'est un peu un rapprochement avec le physique. Parce qu'elles se disent, bon, j'ai pas envie que mes seins tombent. Peut-être on a peur de vieillir à un moment donné, je ne sais pas, mais elles tiennent quand même à leur physique. Oui. Vous rencontrez ces genres de cas aussi? Oui, oui. Le plus souvent, comme je l'ai beaucoup de jeunes mamans, comme vous le dites, hein, beaucoup de jeunes mamans qui ne veulent pas allaiter. Et souvent, ce que je leur dis, vous avez beaucoup à gagner. D'allaiter vos bébés, d'avoir des bons enfants qui ne tombent pas malades, autre que de tenir, parce que qu'on le veuille ou pas, le vieillissement arrivera. Les seins vont tomber, qu'on le veuille ou pas, c'est un processus physiologique, hein, ça va arriver. Donc il vaut mieux allaiter vos enfants que de... Et souvent justement, ils disent non, il n'y a pas de lait, mon lait est mauvais, non, ça venait pas, c'est exactement ce que c'est des arguments. Pour dire... Pour revenir sur ce que Mme Safia a dit, c'est ça. Beaucoup d'arguments pour ne pas allaiter. Mais il n'y a pas meilleur lait que le lait maternel. Troisième rubrique, style de vie, nous allons parler de la coiffure. Solange. Nous allons permettre aux téléspectateurs de suivre ce reportage et on revient juste après. Les coiffures africaines, surtout tchadiennes, sont ces dernières années influencées par des modèles extérieurs. Ce phénomène est perceptible dans les salons de coiffure, des rayons des boutiques cosmétiques où sont vendus des produits importés. Les cheveux naturels sont de plus en plus rares actuellement. Les perruques ont remplacé les fils et les nattes naturelles que les grands-mères utilisaient. Selon certaines coiffeuses rencontrées au quartier Chagua et sénégalais, la modernité est justifiée sous cet angle par un goût de la gente féminine pour la coiffure occidentale. Bon, selon leurs raisons, elles disent que par rapport à la chute des cheveux, qu'elles préfèrent mettre les mèches pour couvrir les devantures. Généralement, on fait les grèves, les rastas, les chions, mais quelques rares les tresses naturelles. Chapeau également, on fait ça. Une femme ne veut pas passer tout son temps sans se coiffer. Et s'il ajoute maintenant les coiffures modernes qu'utilisent maintenant les femmes d'aujourd'hui avec les mèches, sinon nos parents avant, se nattaient justement tout simplement en arrière et elles sont jolies. Donc c'est un signe de féminité pour moi. C'est un problème de goût, c'est un problème de choix. Voilà, sinon, bon, je ne sais pas, depuis 2 ou 3 mois, surtout ici, les femmes viennent trop souvent, c'est pour les mèches, les passe-mèches. C'est des coiffures juste avec les mèches, tout descendu et puis c'est tout. Je dirais tout simplement à mes sœurs qu'une coiffure reste une coiffure et une femme reste belle quand elle est coiffée. Ça c'est de 1. Que ce soit une coiffure moderne ou les anciennes coiffures, la beauté de la femme reste dans son intérieur. Ce n'est pas la coiffure qui fait la beauté, mais la coiffure vient juste s'ajouter à notre beauté pour qu'on puisse s'embellir un peu plus. L'accessibilité aux perruques est, selon certaines filles, la raison de leur attirance vers les coiffures européennes. À force de les utiliser, l'habitude s'installe. Bon, comme le monde évolue là, beaucoup de femmes maintenant veulent coiffer en perruque seulement. Pas les coiffes traditionnelles comme avant. Mais nous, les filles d'aujourd'hui, de nos jours, on se tresse avec des mèches. Juste, parfois, on a des cheveux longs, parfois, juste c'est pour un peu la beauté. Bon, la plupart des jeunes d'aujourd'hui, elles préfèrent le torsadé qu'à l'époque, comme nos mamans faisaient les figuiers et les ablada et les trucs comme ça. Nous, on préfère les torsadés, les rastas et les fisani. Parfois, on fait les ajouter. Pour d'autres clientes, le fait de se coiffer de manière naturelle leur permet de respecter la nature de leurs cheveux. Je me tresse naturellement parce que les mèches font casser mes cheveux. La tresse naturelle fait pousser mes cheveux. C'est pourquoi je m'y intéresse. Je ne me suis jamais accordée aux tresses modernes. Et je suis à l'aise. Les coiffures traditionnelles doivent se positionner sur le marché des besoins pour maintenir sa clientèle.
Le tout, une alliance entre le style moderne et traditionnel, permettra aux Tchadiennes de promouvoir la diversité de leur culture. Chacune défend son choix. On est libre. Hein? On est libre. J'aime pas. Et je dis que c'est normal. Oui, la vie, c'est un choix. Hein? C'est un choix. Et se coiffer, c'est aussi un choix. Pour nous, les femmes, hein, bon. Même moi-même qui défends déjà, vous voyez comment je suis coiffée. C'est un choix et la coiffure moderne occupe tellement de place dans notre société maintenant. Et c'est bien dommage, hein. Vraiment c'est bien dommage parce qu'on perd les valeurs. On perd nos valeurs traditionnelles au profit des valeurs modernes. Et vraiment, moi, en tant que coiffeuse, quand les femmes viennent vers moi pour se coiffer, et des fois on te sort un modèle extraordinaire que toi tu es là, tu dis mais bon, à quoi va ressembler cette mèche à la fin? Mais comme c'est un choix, comme l'a dit tantôt, m'a dit c'est un choix, donc c'est un choix de vie, c'est un choix de vie. On est obligé de l'accepter, on est obligé de se soumettre à ça, mais qu'on ne devienne pas esclave de ce choix, qu'on ne devienne pas esclave de ce mode là qui est en train de nous paralyser carrément. Parce que comme l'a dit tantôt une des coiffeuses, là, une des clientes, la coiffure moderne, bon, avec les mèches surtout, ça détruit énormément les cheveux. C'est sûr. Ouais, ça détruit énormément les cheveux. Même les produits, quand on applique à la longue, ça détruit le cuir chevelu. Bien sûr. Et j'exhorte vraiment les femmes à revenir vers la tradition, surtout vers la tradition. On peut porter des chapeaux. Oui, mais moi, là où je porte souvent les chapeaux parce que je n'aime même pas porter les mèches là. Ça m'étouffe d'abord de un. Donc on peut porter les chapeaux en cas de besoin, en cas d'occasion pour les sorties. Mais revenir quand même à la coiffure traditionnelle qui nous donne un peu l'air, qu'on souffle dans ça, qu'on respire mieux que de s'encombrer avec les mèches. Vous êtes entrepreneur, hein? Oui. Est-ce que c'est les coiffures traditionnelles, on va dire entre les deux, traditionnelles et modernes, lesquelles vous rapportent beaucoup d'argent? Les deux. Les deux. Oui, les deux. Donc si parce que quand c'est les grandes femmes, il n'y a pas de souci. Parce que natte, je vais payer 1000 francs. Hein. Oui, bon, il n'y a pas de souci, Parce que chacun a son goût. Voilà, chacun a son goût et dans ça, on ne peut pas discuter les goûts, les couleurs, on ne discute pas, donc je ne peux pas discuter avec une cliente par rapport à ce qu'elle souhaite. D'accord, merci. On va dire Safia même derrière son voile, il y a quand même un style. Hein. Il y a un choix qui s'est opéré. Tout naturellement. Tout naturellement. Vous savez, dans la vie, en tout cas de toute femme, il y a... c'est tout un cycle. Hein. Il nous arrive des fois où on est vraiment trop tendance, on suit la mode et voilà. Il nous arrive des fois. Où on baisse un peu la garde, comme on dit. On revient un peu au naturel. Au naturel. Il nous arrive des fois où on cherche... La femme, dans sa vie, elle va passer tout son temps, en tout cas durant toute sa vie, à pimenter sa vie, comme on le dit, et par toutes les manières. Donc, que ce soit à travers les coiffures, à travers les maquillages, ou à travers, en tout cas, les sports, ou n'importe quoi, elle va toujours utiliser tous les moyens. Même la diaspora africaine, aujourd'hui, elle a pris conscience. Elle est plus orientée maintenant vers le naturel. Donc même les traitements naturels, parce qu'on s'était rendu compte que en suivant cette tendance, on est en train d'enrichir les autres et ça ne profite pas à nous Africains. Si aujourd'hui la tendance du Kanga peut être par exemple vue comme étant une future valorisation de la culture tchadienne, à travers cette mèche, eh bien je le ferai parce que ça va me rapporter et ça va dire que voilà, ça c'est une tâche purement tchadienne, c'est une tâche purement africaine qui me relie un peu avec mes valeurs, avec mes ancêtres, mes transitions, voilà. Donc ça c'est des choses, pour moi l'entrepreneur c'est quelqu'un qui doit guetter vraiment les opportunités. Guetter les opportunités, mais quelques rares fois, il faut se le dire, c'est même au prix vraiment de tuer nos cultures, au prix de tuer les trucs, on gagne le prix et puis voilà quoi. Moi quand je mets les perruques, ça me gratte, je ne sais pas si je suis allergique ou quoi, mais ça ne va pas avec moi, mais tout naturellement avec certaines, elles le mettent, mais dès qu'elles rentrent dans la maison, elle est pressée de l'enlever parce que c'est tellement stressant. Et puis voilà quoi. On va passer à notre pédiatre. Moi j'ai vu tout à l'heure à travers le reportage, il y a même des enfants qui se sont tressés, mais avec des mèches aussi.
Alors là, comme on La venait maman de le des dire, enfants est là, elle a son mot à dire. Oui, déjà pour les adultes, vous voyez ce que ça fait dans ce pays extrêmement chaud, comme nous l'avons dit. Et ces mèches sont des faits de matières synthétiques et ça chauffe. Et ça, c'est un aspect sur le plan sanitaire. Je pense que ce n'est pas vraiment nécessaire de mettre ces mèches sur les enfants parce qu'il fait très chaud. Et souvent aussi, il y a plein de pellicules qui sont occasionnées par ces tresses et autres. Mais en dehors de tout ça, c'est aussi une habitude qu'on est en train de leur donner. C'est un autre mode de vie qu'on leur présente déjà. Elles vont grandir, tout à l'heure nous avons dit, à un certain moment, quand elles n'en auront plus, il faut aller chercher pour s'embellir, pour être comme les autres. Donc je pense que nous devons valoriser. Déjà à cet âge, nous devons commencer avec ces petites filles pour leur mettre, pour valoriser nos tresses. Hein, nous avons des belles tresses et souvent elles ont des beaux cheveux aussi. Donc on peut déjà commencer et c'est là où il faut commencer parce que à un niveau, nous avons suivi tout à l'heure certaines clientes là disent le monde change, le monde évolue. Donc on suit le monde avec tout ce qu'on voit à la télévision, ailleurs et tout. On aimerait bien ressembler à celle-là, on aimerait bien. Donc c'est à nous maintenant de commencer avec la jeune génération pour leur inculquer cette idée de rester dans nos cultures. Nous allons passer à notre 4e rubrique. C'était beau de parler des cheveux et des mèches, mais bon, il y a des moments où on n'arrive pas à s'en passer. Peut-être que je suis aussi victime de tout ça. Nous allons passer à la 4e rubrique, entre nous. Nous avons recueilli des avis des uns et des autres sur la question de savoir la femme est-elle une bonne gestionnaire. Dans le foyer, partout, les femmes sont des bonnes gestionnaires, selon moi. Ils donnent 30 000 à une femme, elle peut gérer même jusqu'à 1 mois. Au travers d'une femme, une nation peut naître, un pays peut naître. Et si un pays naît ou bien une nation naît, c'est qu'il y a une personne qui gère bien. Donc je pense que si on doit parler des gestionnaires dans le monde, on doit se référer aux femmes. Parce qu'aujourd'hui, c'est Angela Merkel qui gère l'Allemagne. Donc beaucoup de femmes gère très bien, donc je pense que s'il y a gestionnaire dans le monde, c'est la femme. Margaret Thatcher est là, elle a bien géré l'Angleterre. Il y en a plusieurs exemples. Ellen Johnson a bien géré l'autre, le Libéria. Donc il y en a plusieurs femmes braves. Les femmes sont pour moi nos mamans parce que les femmes ne doivent pas être de mauvaises gestionnaires parce qu'elles nous gèrent. Si une femme ne gère pas bien, ça relève de son éducation familiale parce que la femme, elle est d'abord notre maman, donc elle doit gérer bien dans la famille. C'est une question de formation de base, une formation, quel type de formation la femme a reçu quand elle était encore dans la cellule de base qu'on appelle la famille. Donc c'est une question d'abord de culture sociale. Une question aussi de culture scolaire, universitaire, tout ça. Donc ça dépend n'est-ce pas, comment on appelle, de bagage intellectuel, n'est-ce pas, que détient, n'est-ce pas, la femme. Et aussi, c'est question de moralité aussi, tout ça, de probité et puis de, voilà. D'abord, à la maison, une femme ne peut pas être une mauvaise gestionnaire. Même en d'autres domaines, par exemple dans les banques, vous voyez à l'agence, par exemple, vous ne voyez que les femmes. Vous ne voyez que les femmes parce que les femmes, on peut facilement faire confiance à une femme qu'à un homme. Ça veut dire que si on voit déjà les femmes dans les agences, ça veut dire qu'elles gèrent bien. Elles gèrent l'argent et c'est en fonction d'expérience qu'on recrute les femmes pour gérer l'argent, par exemple. C'est pas une question de genre, c'est tant plus une question d'éducation. Parce que dans la famille, si un garçon ou une fille est déjà bien éduquée, elle sera un bon gestionnaire ou elle sera une bonne gestionnaire ou bien il sera un bon gestionnaire. Mais par contre, la remarque faite souvent, c'est que quand la femme gère ses propres revenus qu'elle cherche elle-même, elle est très bonne gestionnaire dans ce cas. Mais quand la femme gère un revenu qui ne vient pas d'elle, on sent souvent qu'elle ne tient pas bien une gestion acceptée ou acceptable. Bon, pour le moment, pour la gestion, donc, on ne permet pas à la femme de gérer. C'est l'homme
Mais dans le foyer, seule que la femme a le droit à gérer son ménage. Donc maintenant, dans le travail, c'est les femmes qui gèrent. Dans la comptabilité, même dans certains projets, c'est les femmes qui gèrent mieux. Parce qu'un homme, maintenant, quand tu as confiance beaucoup en lui, à la fin, il va te cracher dans les yeux. Donc j'en ai fini. Hein. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi, j'applaudis plutôt le deuxième intervenant. Il nous a mis vraiment du vent, là. Aïe, 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 il parle tantôt de Merkel. Non, on va quand même applaudir pour lui et je pense qu'on va chercher à le rencontrer, ce jeune. Il est cultivé. Il nous a rendu hommage, hein, un très bel hommage. Maintenant, il y a un autre intervenant qui dit que la femme, elle est bonne gestionnaire que quand il s'agit de son argent. Quand c'est pas pour nous, on ne gère pas bien. Même si c'est les affaires de l'État. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème, docteur. Un problème à ce niveau. Il y a un problème à ce niveau. Même s'il n'y a pas les hommes, on va essayer d'être honnête. En tout cas, a priori, je pense que les femmes gèrent mieux que les hommes. Oui. A priori. Que ce soit pour elles, que ce soit pour... ce qu'on lui a confié, généralement, c'est quand même mieux géré si on compare aux hommes. Hein, Quand on prend un couple, par exemple, qui vont à une mission, chacun à la part, reçoit son per diem, par exemple, ses frais de mission, vous verrez que cette femme va mettre... va mieux utiliser ses frais de mission. Peut-être qu'elle va commencer à acheter des choses pour la maison, pour les enfants. Tandis que l'homme, c'est pas évident. C'est pas évident qu'il remette, prends cette partie pour la famille et autres. Bon, un des intervenants a parlé aussi de l'éducation. Je trouve que c'est tout à fait fondé. Pour mieux gérer, il faut quand même une certaine éducation. Si cette femme a été éduquée à gérer honnêtement les choses, une certaine éducation, mais elle va continuer, que ce soit dans l'État, que ce soit n'importe où, dans n'importe quelle structure où elle sera, elle pourra continuer à gérer. Donc c'est quelque chose qu'on lui a inculqué depuis, une éducation qu'elle a reçue depuis. Hein, et c'est là aussi où je dis tout commence au bas âge. Tout commence, les enfants que nous voyons, c'est vraiment le Tchad de demain. Solange, en même temps, vous Vous dirigez une entreprise, donc votre gestion a déjà commencé, on va dire. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, la femme gère mieux, hein, elle gère beaucoup mieux par rapport à l'homme. Bon, il y a un intervenant qui avait parlé par rapport à la gestion féminine, que quand c'est notre propre bien, on gère plus mieux que ce qu'on nous confie. Bon, d'un côté, il a raison, d'un côté, il n'a pas aussi raison, il a aussi tort. Bon. D'accord. Donc, je peux dire aussi l'éducation, vous voyez, pour gérer une entreprise, pour gérer un bien de quelqu'un, c'est pas facile. Et il faut déjà initier la femme depuis la cellule familiale, comme l'a dit aussi notre intervenant. Tout à fait. Parce que c'est déjà le bas âge, hein, donc nous-mêmes, maman, il arrive à un certain moment, quand l'enfant a déjà l'âge qu'il peut gérer, qu'on lui confie au moins ses responsabilités, des rations de la maison, carrément de la famille, qu'on lui donne à gérer. Qu'on essaye de lui donner à gérer pour voir qu'est-ce que ça va donner à la fin du mois. Est-ce qu'elle va tenir jusqu'à la fin du mois normalement, ou bien à un certain moment, elle va en plein milieu du mois te dire que oui, la ration est finie. Parce que quand on donne, on comptabilise pour savoir de tel à tel nombre de jours, c'est ça qu'on utilise par jour. Et donc, il faut au moins qu'on initie les enfants déjà, les jeunes filles à ça, pour pouvoir tenir leur foyer demain, pour pouvoir aussi tenir dans la société. C'est pas seulement le foyer, mais dans la société en général. Safia, l'éducation est pratiquement la base de tout. Et une éducation religieuse orienterait, en tout cas, je vais dire, guiderait beaucoup plus dans la gestion, que ce soit la gestion, je ne parle pas de la gestion interne au sein de la famille, mais plutôt quand on sort un peu du cadre professionnel ou quelque chose comme ça, ça aide également. De plus en plus, les femmes, en réalité, on a des pesanteurs socio-culturels qui freinent un peu. Les femmes, pour la plupart, on ne lui confie jamais la gestion. Pour la plupart. On ne lui confie jamais la gestion. On ne lui donne jamais la sensation d'être vraiment un élément important dans la famille.
Et donc, pour la plupart, elle est un peu réservée, elle a un peu cette peur-là en elle également. Et donc, ça la bloque pour vraiment prendre un certain nombre d'actions et de décisions. Le plus important pour nous, c'est d'encadrer. La mère doit encadrer beaucoup plus la fille. La mère, elle vient d'une autre époque. La fille, elle vient d'une autre génération. Donc, elle devait laisser la fille se libérer. On est pluridisciplinaire, on peut réfléchir à plusieurs situations en même temps, on peut apporter beaucoup plus de solutions, on cherche à mieux organiser, on cherche à mieux orienter vers la logique. On peut naturellement s'éclamer qu'on est des très bons gestionnaires. On est des très bons gestionnaires. On ne conteste pas, on accepte. Et voilà, un peu de détente pour terminer cette émission. Intima Marasaki, voilà, c'était ça le message. Bon, c'est pour dire qu'on est au-dessus de tout ça, on a des valeurs et nous les femmes, nous sommes considérées aussi dans la société. Après, c'est pas pour dire que les hommes vous êtes méchants, hein. Vous savez comment on vous aime, on vous adore, on vous considère, que vous êtes nos chefs. Cette chanson nous interpelle d'abord, nous les femmes, que nous-mêmes on puisse valoriser, qu'on puisse être consciente que nous ne sommes pas n'importe quoi, n'importe qui. Une femme n'est pas seulement une femme, mais Marasaki, ça veut dire qu'on est seulement une femme. Non, on n'est pas seulement une femme. On apporte beaucoup plus à la nation. Donc nous sommes des femmes. Nous sommes des femmes. Voilà. Et nous sommes sur le plateau de nous les femmes. Safia? Je pense qu'il revient à nous femmes de s'investir réellement pour changer les mentalités. C'est à nous, femmes, à travers
tout ce que nous possédons, que nous devons vraiment changer la donne. Nous devons nous investir réellement pour changer la donne. Changer la donne, voilà le message de fin. Voilà, mesdames et messieurs, c'est terminé, c'est khalas, c'est fini pour votre émission Nous les femmes d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir, le même sourire et peut-être avec un homme parmi nous, pourquoi pas. Au revoir et prenez bien soin de vous. Merci. Merci. Inchi mama rasaki, inchi mama